Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de ce mercredi 2 mars en République centrafricaine. Après l'annonce le 20 février par l'autorité nationale des élections des résultats de la présidentielle, c'est désormais la Cour constitutionnelle qui vient de valider les votes. Faustin Archange Touadéra est bien le vainqueur reconnu de l'élection, dont le second tour s'est tenu, on vous le rappelle, le 14 février dernier. Le président de la Cour a annoncé hier un score de 693 864 voix, soit 62,69% des suffrages exprimés pour M. Touadéra. Son adversaire Anissé Georges Dologuélé a quant à lui obtenu 412 881 voix, soit 37,31% des votes. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle centrafricaine a rejeté tous les recours en annulation qui ont été déposés par plusieurs partis, notamment ceux qui ont soutenu M. Dologuélé au second tour. Bien qu'ayant accusé son rival de fraude organisée après ce second tour, Anissé Georges Dologuélé, lui, n'a en revanche pas déposé de recours. Justice à présent, nous vous l'annoncions hier dans notre journal du soir Vox News, la Cour pénale internationale juge actuellement un djihadiste malien. Le Touareg Ahmad Al-Faki Al-Mahdi est accusé de crimes de guerre pour avoir dirigé et participé à la destruction en 2012 de mausolées à Tombouctou, des monuments, vous le savez, protégés par l'UNESCO. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi est le premier djihadiste écroué par la CPI. Lors de l'ouverture de l'audience dite de confirmation des charges hier aux Pays-Bas, l'accusation a identifié le suspect comme l'un des chefs d'Ansar Dine, ce groupe islamiste malien radical qui est lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les juges ont maintenant 60 jours à compter de ce mercredi pour décider si oui ou non le dossier du procureur est suffisamment solide pour ouvrir un procès. Pour la procureure de la CPI Fatou Bensouda, les destructions des 9 mausolées et d'une des plus grandes mosquées de Tombouctou attribuées à cet accusé constituent une attaque contre une population entière et son identité culturelle. De son côté, la défense assure, elle, que le suspect est un intellectuel, instruit et soucieux du bien collectif, qui n'a agi que pour libérer des tombeaux. Écoutez. C'est une des leçons, sans doute, de cette procédure, c'est que le fondamentalisme est d'abord un projet politique. Et que les choses soient claires, un projet politique qui n'est pas un crime. Il ne s'agit même pas d'attaquer des tombeaux. Il s'agit que les choses soient claires, factuellement, d'attaquer des couvertures de tombeaux. Il s'agit de mettre en œuvre des moyens qui visent à libérer les tombeaux d'éléments qui ont été construits sur ceux-ci. Justice toujours au Kenya à présent. 4 policiers kenyans ont été inculpés hier mardi à Nairobi pour trafic d'ivoire. Selon l'annonce faite par le service kenyan de la protection de la faune, les suspects sont accusés de détention illégale d'ivoire. Ces 4 membres d'une unité chargée de la protection rapprochée des ministres ont été arrêtés en flagrant délit la veille au soir. Circulant à bord d'un véhicule du gouvernement, ils essayaient de vendre 5 kilos d'ivoire, valeur marchande estimée 5 000 €. Les 4 accusés ont plaidé non coupables devant un tribunal. L'instance décidera vendredi s'ils peuvent ou non être remis en liberté sous caution. Plus de 30 000 pachydermes sont tués chaque année en Afrique pour alimenter un trafic mondial d'ivoire, essentiellement vers la Chine ou encore l'Asie du Sud-Est. Le Kenya en est un circuit de contrebande important, facilité notamment par la corruption galopante dans le pays. Restons dans la région des Grands Lacs où après la visite d'une délégation de l'Union africaine et en marge de celle maintenant des Nations Unies, le Burundi a lancé un recensement général des étrangers qui vivent dans le pays. L'opération diligentée par le ministère de la Sécurité publique et de la police a débuté hier à Bujumbura. Objectif, octroyer à ces personnes une carte biométrique pour étrangers. La communauté étrangère au Burundi est principalement composée de Congolais, de ressortissants d'Afrique de l'Ouest, d'une grande communauté omanaise devenue apatride ou encore d'Indiens. Des milliers de Rwandais vivaient également au Burundi et avant de fuir massivement, vous le savez, au début de la crise, il y a environ 10 mois, suite à des nombreuses arrestations et exactions dans leur communauté. Pour ceux qui sont restés dans le pays, ce recensement est un nouveau prétexte pour les repérer et les ficher.
Nous vous l'annoncions hier soir, en Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a échappé à une troisième motion de censure en moins d'1 an. Cette motion de défiance soumise devant le Parlement par l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition, visait à destituer le chef de l'État accusé d'avoir causé des dommages irréparables à l'économie. Retour sur les différents arguments qui ont été soulevés par l'opposition et le parti au pouvoir, l'ANC. C'était hier au Parlement. Retour aussi sur les résultats de ces votes qui, sans surprise, donc, ont rejeté cette motion de censure. Notre tâche aujourd'hui est de supprimer l'homme qui a tant fait pour vendre les nôtres. Vous le devez à notre pays de soutenir cette motion aujourd'hui. Vous le devez à des millions de Sud-Africains qui en ont marre d'attendre et d'espérer une vie meilleure. Honorable pasteur Meman, vos membres viennent avec des rêves utopiques qu'une motion de censure sera prononcée. Cela ne se produira pas de mon vivant. Pas dans ce Parlement. Les résultats sont les suivants. 99 oui, 225 non et 22 abstentions. La motion est donc rejetée. À l'international, les votes aux États-Unis de ce que l'on appelle le Super Tuesday ou Super Mardi ont donné une victoire écrasante hier à la démocrate Hillary Clinton et à son adversaire républicain, le milliardaire Donald Trump, dans la majorité des États qui ont voté lors de ces primaires ou encore de ces caucus. Les deux candidats ont littéralement écrasé les rivaux de leur famille politique. Ils prennent ainsi une sérieuse option en vue de l'investiture de leur parti. Objectif, être le candidat de leur camp pour la présidentielle américaine. Une présidentielle qui aura lieu, on vous le rappelle, en novembre prochain. Dans un discours depuis Palm Beach en Floride, The Donald, comme on le surnomme, s'est posé en rassembleur d'un parti républicain mené par des divisions internes. Sur les réseaux sociaux également, le milliardaire de 69 ans s'est réjoui de son impressionnante série de victoires. Je vous propose de l'écouter. Déjà, il semble que nous avons gagné 5 États majeurs et on va peut-être en gagner 6, 7, 8 ou 9. C'est vraiment une bonne soirée. Je veux féliciter Ted après sa victoire dans le Texas. Il a travaillé dur là-dessus. Je le félicite pour cette victoire. C'est une victoire excellente. Et si Donald Trump affirme qu'avec lui comme dirigeant, The Grand Old Party sera plus ouvert et plus uni, la démocrate Hillary Clinton, elle, parle plutôt du travail qu'il reste à faire. En opposition au slogan du républicain, elle affirme qu'il ne s'agit pas de faire de l'Amérique un nouveau grand pays, mais de faire de l'Amérique un pays qui marche et pour tous. Écoutez. Les enjeux n'ont jamais été aussi importants. Et la rhétorique que nous entendons dans l'autre camp n'est jamais tombée aussi bas. Si vous n'êtes pas honnête avec vos employés, si vous exploitez les consommateurs, polluez l'environnement ou si vous anarquez les contribuables, vous devez être tenu pour responsable. Il faut défendre les droits de tous, les droits des travailleurs, les droits des femmes, les droits civiques, le droit de vote, les droits de la communauté LGBT et les droits des handicapés. Un mot de santé à présent. Le virus Zika qui frappe principalement, vous le savez, l'Amérique du Sud était déjà fortement soupçonné de provoquer des malformations chez les bébés. Et bien désormais, il se pourrait qu'il déclenche aussi un trouble neurologique grave, le syndrome de Guillain-Barré, qui peut provoquer notamment des paralysés ou encore des défaillances respiratoires. Explication du professeur Arnaud Fontanet, responsable de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur. C'est en effet la première étude qui démontre un lien entre le virus Zika et le syndrome de Guillain-Barré. On se repose pour cette affirmation sur 3 évidences. La première, c'est qu'il y a une augmentation par 20 du nombre de cas de syndrome de Guillain-Barré pendant la période de l'épidémie à virus Zika par rapport à ce qu'on voit habituellement. La deuxième, c'est que 90% des patients qui ont fait un syndrome de Guillain-Barré ont fait un syndrome viral typique de Zika une semaine avant le début des signes neurologiques liés au syndrome de Guillain-Barré. Et la troisième, c'est qu'on a retrouvé la présence récente du virus Zika chez 100% des patients qui avaient un Guillain-Barré par les tests qu'on a fait dans le sang des patients, des tests sérologiques à la recherche d'anticorps, et que chez 93% de ces patients, les anticorps étaient d'apparition récente. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est donc, 1, que le virus Zika peut être à l'origine de syndrome de Guillain-Barré, on a quantifié le risque, 2 pour 10 000. 2, que quand on voit quelqu'un qui a un syndrome de Guillain-Barré, il faut penser au virus Zika. Et puis 3, que dans des zones qui vont être touchées par l'épidémie liée au virus Zika,
penser, quand c'est possible, à renforcer les capacités en soins intensifs parce qu'on sait qu'un certain nombre de patients vont développer un syndrome de Guillain-Barré et parmi eux, 30% vont avoir besoin de soins intensifs, notamment pour une assistance respiratoire. C'est malheureusement pas possible dans toutes les régions du monde où aujourd'hui circule le virus Zika. Dans les zones reculées d'Amérique latine, il y a certainement des endroits où il sera difficile de prendre en charge ces patients. Dans des zones urbanisées, on peut donc conseiller aux autorités de santé d'anticiper pour qu'au moment du pic de l'épidémie, on s'assure qu'il y a bien une capacité en soins intensifs suffisante pour accueillir ces patients. C'est la fin de ce Vox Flash du mercredi 2 mars 2016. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouverai avec grand plaisir demain, jeudi, pour votre point quotidien sur l'actualité. En attendant, je vous souhaite une excellente journée sur Vox Africa.